Alors, voilà, merci à tous les deux de votre présence. On va commencer avec vous, Jean-Benoît Dujol, puisque comme le disait Luc, vous êtes l'État aujourd'hui. Voilà, donc merci d'avoir endossé cette responsabilité. Directeur général de la cohésion sociale, peut-être commencer tout simplement pour cette journée par rappeler les objectifs de cette réforme des services autonomie à domicile. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre accueil. Je suis très heureux évidemment de participer à cette journée parce que du côté de l'État, que j'ai l'honneur et l'avantage, comme vous l'avez dit, de représenter ce matin, on est évidemment avec d'autres, les départements bien sûr, la CNSA, les ARS, engagés pour le succès de cette réforme. Réforme qu'on a souhaitée, qu'on a portée. Et qu'on se prépare avec d'autres, puisqu'on n'est pas les seuls et surtout pas, n'est pas en première ligne à mettre en œuvre. Alors, comme toute conduite de projet, on n'est peut-être pas dans la phase la plus enthousiasmante ou la plus sereine. On a eu l'enthousiasme des débuts, puis j'espère, si ça se passe bien, la satisfaction de la fin. Et puis en conduite de projet, il y a cette partie un peu difficile qu'on appelle la vallée de la mort de la conduite de projet, la vallée du désespoir. C'est peut-être le moment où on est assailli par le doute. Parce qu'on est entre les deux. On est entre l'énergie du début, peut-être la clarté des idées et de l'ambition. On se confronte aux réalités, aux vicissitudes de la mise en œuvre très concrète. On n'a pas encore, évidemment, réalisé complètement les succès que l'on espère et que l'on attend pour la fin de l'année. Et c'est parce qu'on est dans cette vallée de la mort, de la conduite de projet, que c'est peut-être intéressant de se rappeler pourquoi on fait tout ça. Et qu'est-ce qui nous a motivés. Alors, les éléments, vous les connaissez. La politique partagée de l'État, du gouvernement, de la sécurité sociale, c'est le fameux virage domiciliaire. Parfois une métaphore un peu facile, mais c'est quand même le souci d'offrir aux Français la prise en charge qu'ils le souhaitent pour leur grand âge. En l'occurrence, vieillir chez eux ou comme chez eux le plus longtemps possible. Dans un contexte, j'y reviens pas, ou à compter de 2030, évidemment, les besoins sont appelés à exploser compte tenu de l'arrivée au grand âge des générations du baby-boom. Et on le fait, du coup, dans un moment où on constate que l'offre, elle est aujourd'hui très complexe, très, très fragmentée. Le secteur connaît, évidemment, des difficultés de recrutement très importantes, à une pyramide des âges aussi compliquée, qui fait que dans quelques années, on a affaire à beaucoup de départs en retraite. Donc il me paraissait nécessaire, pour les salariés du secteur, pour les bénéficiaires des prestations du domicile, de mettre en place une réforme structurelle et structurante. Et c'est l'idée de la coordination entre l'aide et le soin, mariée à l'image de ce qu'ont été, mais de manière insuffisante en termes de développement quantitatif, les SPASAD, marier les SIAD et les SAD pour proposer une offre coordonnée, simplifiée pour les personnes, pour leurs aidants, avec un souci de qualité renforcée, puisque l'offre serait évidemment coordonnée, avec une dimension, je le mentionne quand même, qui me paraît structurante, c'est l'attractivité des métiers par la diversité des tâches, l'enrichissement des tâches, de nouvelles missions aussi, on pourrait y revenir, et vous y reviendrez toute la journée, qui sont confiées dans le cadre du nouveau cahier des charges qui a été publié au mois de juillet 23, des missions donc enrichies, diversifiées, qui sont susceptibles aussi de contribuer à l'attractivité de ces carrières. Donc il me semble qu'on a, en tout cas dans l'intention, un triple dividende pour les personnes, c'est fondamental, en termes de qualité, et puis pour les agents et les salariés du secteur. Donc c'est vraiment cette intention de coordination et d'offrir une offre intégrée et des soins. Merci Jean-Benoît Dujol. Je me tourne vers vous, Olivier Richoux. Vous êtes à la fois président du conseil départemental de la Mayenne et puis à l'Assemblée des départements de France. Vous êtes responsable du grand âge. De votre point de vue à vous, mais peut-être directement au niveau de l'ADF, est-ce que cette réforme, dont les objectifs ont été rappelés par Jean-Benoît Dujol, prend une bonne tournure? Est-ce qu'elle se déroule comme prévu? Oui, si je répondais oui à cette question, je pense qu'il n'y aurait pas 400 personnes dans la salle. Répondez non, comme ça il reste. Et c'est bien parce que ça ne marche pas que vous êtes aussi nombreux à être présents. Et ce n'est pas parce qu'un décret a été fait en juillet 2023 qu'on a sauvé cette réforme sur laquelle, je pense, peu de gens discutent du bon fondement. C'est-à-dire ce que vous avez rappelé est essentiel. C'est
faire en sorte de simplifier les choses. Alors, si j'étais un peu provocateur, ça m'arrive. Il y a une solution, c'est de faire confiance aux agences de l'État. Je pense notamment à l'ATIH. Je ne me trompe pas sur l'appellation. Cette agence qui vous a interrogé pendant l'été, qui vous a demandé de remplir un questionnaire, au moins 150 questions. Certains ont dû y sacrifier une partie de leurs vacances, vraisemblablement. En tout cas, s'il y avait une agence peut-être, j'en suis désolé pour ceux qui y travaillent, il y en a peut-être dans la salle, ce n'est pas eux qui sont en cause, mais dans la série des agences à supprimer, il y a peut-être une première liste, donc M. Kasbarian qui recherche sur les 1400 agences les premières, peut-être que celles-ci vous rendront service. Donc ça, c'est la réforme dans la réforme. Voilà. Mais plus sérieusement, on est aujourd'hui face à une situation d'un mariage forcé. Et les mariages forcés, ça ne fonctionne pas bien en règle générale. Alors dans certains pays, malheureusement, c'est souvent la règle, voire la tradition. Ce n'est pas le cas chez nous en France, où on préfère les mariages d'amour aux mariages forcés. Et on n'y est pas. Et on n'y est pas. Et on n'y est pas. Et malgré les délais qui ont déjà été donnés, et malgré les délais que l'on veut à nouveau donner. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que, et ce n'est pas les délais de prévenance qui sont en cause. Ça fait 4-5 ans au moins que cette réforme est dans les tuyaux. Qu'elle a été à nouveau l'an dernier repoussée et qu'à nouveau cette année, des amendements sont présentés pour qu'à nouveau elle soit repoussée. Moi je pense qu'il faut à un moment donné pas la repousser. Alors peut-être de 6 mois si on veut. Mais je pense qu'on ne peut pas la repousser de 5 ans. Et donc moi je ne suis pas favorable. Et je n'encourage pas mes collègues, mais chacun fait comme il veut. Il y a 103 départements, donc c'est un vrai bonheur, 103 politiques différentes. Pas un bonheur pour tout le monde, je le sais bien ici dans la salle. Mais je pense que signer ces fameuses conventions qui permettent d'avoir un minimum d'accord, peut-être un numéro de téléphone unique et une adresse mail unique, et que chacun reste chez soi encore pendant 5 ans, ça ne peut pas fonctionner, parce que c'est repousser en quelque sorte l'objectif de la réforme de 5 ans de plus. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que d'abord, ce n'est pas le même patron. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu la possibilité, comme nous l'avions demandé, nous les départements, à ce qu'en parallèle de l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance dans les EHPAD, en confiant à l'ARS ces 2 sections, ces 2 budgets, et bien de la même façon, en parallèle, on ne puisse pas expérimenter dans le domicile la fusion des sections, en quelque sorte, soins et dépendance. Le soin étant l'ARS et la dépendance étant... Mais sous l'égide des départements, c'était ça votre proposition à vous, hein ? Bien évidemment. Vous l'avez deviné, ça montre que vous suivez bien... non, parce que vous étiez là l'année dernière, vous avez dit la même chose. Hein. J'ai déjà dit la même chose, oui, je peux radoter un peu, mais je suis GIR6, mais donc ça va encore. Ça va encore. mais effectivement, sous l'égide des départements, ça aurait eu de l'intérêt d'expérimenter. J'ai même un DG d'ARS dans les Pays de la Loire qui est même prêt à le faire. Sauf que la réglementation ne lui permet pas aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas déléguer des crédits de sécurité sociale. Voilà. Bon, mais peut-être que la loi va permettre quelques déréglementations ou quelques assouplissements. Mais je pense que déjà, il faut avoir la même autorité si on veut réussir les choses. Ensuite, pardon, j'essaie de pas être trop long, mais il faut, quand c'est la même autorité, ça veut dire aussi le même mode de financement. Comment marier dans une même entreprise un financement à l'heure, qui est celui de l'APA, et un financement à une dotation liée à la place, qui est encore un terme que moi je ne veux pas utiliser. Une place, ça veut dire quoi une place ? Ça veut dire que quand on n'a pas de place, on n'accueille pas les gens. Les SAD cherchent toujours à accueillir tout le monde, quelles que soient les circonstances, à partir du moment où ils ont du personnel, et on sait que c'est difficile. Donc, le fait de ne pas avoir les mêmes modes de financement est aussi un problème. Voilà. Donc pas le même patron, pas le même mode de financement,
pas la même convention collective. Bref, celui qui réussit, alors moi je demande à ce qu'il lève la main, parce que je cherche des exemples de départements qui ont réussi à organiser ce rapprochement. Et quand je rencontre l'acteur principal qui est la DMR, pardon, vous m'en voudrez pas pour ceux qui n'y sont pas, mais c'est l'acteur principal dans nos départements. Dans les départements ruraux, effectivement. Les départements ruraux. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait quelques exemples de départements me sont cités où il y a des avancées, mais en tout cas, ce n'est pas totalement réussi. Je pourrais revenir, si vous voulez, un peu plus tard dans l'exemple de ce que j'ai fait dans mon département. Tout à fait. Vous serez en mesure de témoigner aussi là-dessus. Et puis la DMR va s'exprimer évidemment aussi à plusieurs reprises aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs questions dans l'intervention de M. Richoux. Jean-Benoît Dujol, peut-être déjà sur cette question de la fusion des sections aide et soins. Est-ce que c'est possible de réussir cette réforme des SAD sans passer par la réforme de la fusion aide et soins, peut-être selon les modalités qu'évoquait Olivier Richoux, peut-être d'autres, mais est-ce que c'est possible de faire l'un sans faire l'autre ? Alors, M. Richoux a pour lui la constance, parce qu'à plusieurs reprises, il ne radote pas, il est constant, c'est pas la même chose sur le sujet. Moi, j'entends cette revendication que je trouve intéressante. Ce n'est pas le choix qui a été fait ni par le gouvernement ni par le parlementaire à ce stade. C'est aussi une option qui pose des questions de fond et de principe, sur, vous l'avez mentionné, soit la délégation de gestion de crédits de sécurité sociale, qui sont d'une nature très particulière, et ça ne va pas de soi d'en confier la gestion à une collectivité politique qu'est le département, soit, et ça pose des problèmes encore plus importants de mon point de vue, c'est confier une ressource de sécurité sociale directement au département, avec charge, en quelque sorte, comme une caisse de sécurité sociale autonome, de gérer ces crédits. Je ne dis pas que ce sont des problèmes insurmontables, ce sont des problèmes importants. Et là où je pense que vous avez un point, indépendamment de la question de la gouvernance, un des sujets qui me paraît être encore devant nous, pour dire aussi que cette réforme aide des soins est un point important, c'est un jalon, je pense, utile, qui doit, je l'ai dit tout à l'heure, contribuer à la transformation du secteur. Ce n'est pas le seul élément de réforme. Et la question d'une évolution de la tarification de l'aide me paraît essentielle. L'élément de contexte dans lequel intervient, un des éléments de contexte dans lequel intervient cette réforme de coordination aide et soins, c'est la réforme de la tarification des SIAD. Donc on a transformé la façon dont on tarifie les SIAD en mettant une part forfaitaire plus importante, plus un financement au passage, pour trouver, comme on le fait dans d'autres domaines, en réalité, un compromis entre le souci de sécuriser, je dirais d'armer en quelque sorte, de socler le service, et puis une incitation quand même, paraît essentielle, à prester, à concevoir et à mettre en place de la prestation, et avec en particulier une attention renforcée sur les profils les moins autonomes, avec l'idée donc justement de recentrer aussi les services de soins infirmiers sur la prise en charge de ces publics qui sinon étaient sans doute mal servis. Et ça, on l'a fait pour le soin, on ne l'a pas encore fait pour l'aide. Alors, il y a une volonté qui s'exprime de manière récurrente, notamment dans le cadre de la discussion de la loi Bien vieillir, cette idée d'aller vers une tarification réformée pour l'aide a été mise en avant. Je pense qu'on doit la faire. Je ne pense pas qu'on faire un préalable pour la réforme et le mariage, que j'espère d'amour, malgré tout, entre SIAD et SAD. Mais ce serait sans doute une erreur de se focaliser exclusivement sur ce mariage, sans ignorer que d'autres choses doivent évoluer. Et d'ailleurs, je profite pour le mentionner, elle n'intervient pas dans le vide ou dans l'éther, hein, cette réforme des soins. Elle intervient aussi dans un contexte où, du côté de l'État et de la sécurité sociale, on a beaucoup investi et réinvesti dans le domicile. C'est la réforme du tarif plancher, c'est la dotation de qualité, c'est aussi, je l'ai dit, la tarification des SIAD réformée et la création de places de SIAD. Quand on fait la somme de l'ensemble de ces mesures, on est sur plusieurs centaines de millions d'euros annuels injectés à terme, d'ici 2027, dans le secteur du domicile. Et c'est dans cet ensemble de réformes, de transformations, qu'on essaye de faire en bonne intelligence avec les départements, que vient se loger, se positionner la réforme qui nous occupe aujourd'hui.
Merci Jean-Benoît Dujol. Peut-être pour répondre à une question qu'évoquait Olivier Richefou. Alors, sur la tarification, effectivement, on va en rediscuter tout au long de cette journée. On a des tables rondes, en tout cas là-dessus, et côté SIAD et côté SAD, SAD actuel. Hein. Et je reviens sur la question du calendrier, puisqu'il a déjà été repoussé de 6 mois, puisqu'on était dans un premier temps sur juin 2025. Là, on est au 31 décembre 2025, date à laquelle il faut rendre sa copie sur avec qui on veut se marier, hein, avec un système de conventionnement, mais c'est ce à quoi faisait référence Olivier Richefou, avec 5 ans supplémentaires pour complètement fusionner, en tout cas avoir une seule entité juridique qui réaliserait l'aide et le soin dans le cadre du SAD mixte. Ça, c'est le calendrier tel qu'il est fixé. Et par rapport à ce que disait Olivier Richefou, est-ce qu'il y a des amendements possibles? Est-ce que tout ça est gravé dans le marbre? Ou bien il y aura encore des aménagements dans un sens ou dans un autre? Manifestement, ce n'est pas gravé dans le marbre, puisque ça a déjà bougé, comme vous l'avez rappelé à juste titre. D'abord, dire que c'est une réforme dont on mesure depuis le début la complexité, raison pour laquelle on avait d'emblée donné du temps. On a publié, je l'ai dit, et c'est qu'une publication de décret en juillet 23, le cahier des charges des nouveaux services, avec un délai de mise en œuvre en 2 ans, avec une première échéance, notamment pour les services d'aide, au 30 juin 2025, pour être en conformité avec ce nouveau cahier des charges qui emporte de nouvelles missions, très importantes, notamment en termes de repérage des fragilités et de prévention pour les personnes en perte d'autonomie. Et une date qui était la même de mariage au 30 juin 2025. Les parlementaires, ça vient d'eux, lors de la loi Bien vieillir, ont souhaité réinterroger ce calendrier et donner plus de souplesse. Ils l'ont donné à 2 niveaux. D'abord en repoussant de 6 mois, comme vous l'avez dit, au 31 décembre 2025, la date du mariage. On a publié les bancs, mais le mariage, c'est le 31 décembre. Et en donnant aussi, ou en accroissant plus exactement, parce que c'était déjà prévu, la faculté, pendant une durée provisoire, mais qui a été étendue de 3 à 5 ans, de ne pas vraiment se marier, de se paxer en quelque sorte, via un système de convention. J'essaie de filer la métaphore du mariage, puisque c'est comme ça qu'on l'a fait depuis le début de cette table ronde. Alors c'est une souplesse très importante. Alors peut-être trop, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que disait Monsieur le Président Richefou à l'instant. C'est un débat compliqué, je voudrais qu'on se remette un peu dans ce moment-là, pour nous en tout cas, promoteurs de la réforme, au moment de la discussion parlementaire de la loi Bien vieillir, il y avait une volonté exprimée de manière très claire par certains de tuer complètement la réforme. Donc l'enjeu pour nous, c'était de savoir si on acceptait de ne pas le faire ou de repousser pour le coup complètement au calendrier grec cette idée, notamment si on renonçait par exemple à des points qu'on peut discuter, mais qui nous paraissent toujours à ce stade fondamentaux de la fusion, ou est-ce qu'on pouvait se contenter de manière durable d'avoir une simple cohabitation entre l'aide et le soin. On a essayé de trouver un compromis, je dis on, dans les ministres de l'époque, trouver un compromis avec les parlementaires sur le sujet, de sauvegarder, notamment à l'horizon, le cas échéant de 5 ans supplémentaires, l'objectif de la réforme, la fusion organique, alors soit une vraie fusion, soit un groupement de coopération sociale et médico-sociale, au profit d'un aménagement des délais. Alors est-ce qu'on est allé trop loin dans cet aménagement? Est-ce qu'il faut aujourd'hui rouvrir le débat pour repousser encore? Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est normal qu'on n'ait pas encore concrétisé un certain nombre de choses, parce que justement, les facultés qu'on a ouvertes en termes de conventionnement, elles peuvent se mettre en œuvre facilement et au dernier moment pour une durée assez longue. Donc moi, je ne suis pas tellement inquiet aujourd'hui du nombre très réduit d'autorisations mixtes délivrées, parce que c'est dans le money time, comme on dit, c'est-à-dire dans les toutes dernières semaines, tout derniers mois de l'année 25, qu'on verra les choses se concrétiser. Et je termine là-dessus pour ne pas être trop long. Quand on interroge nos ARS, par exemple, ou les fédérations sur le sujet, on s'aperçoit que l'intensité de la préparation est au rendez-vous. Et que, notamment en termes de gouvernance, de mise en place d'instances de coordination, de la préparation de la réforme, notamment à l'initiative des départements, il y a une mobilisation du terrain sur le sujet. Il y a des difficultés très fortes qui ont émergé, certaines ont été mentionnées, mais les gens sont à la tâche sur le sujet et pensent qu'on peut, pour le coup, leur faire confiance pour trouver les bonnes solutions.
Très bien. Alors justement, ça fait la transition vers votre casquette, cette fois de président du conseil départemental. Concrètement, vous avez sur votre territoire des ex-SAD et SIAD qui sont en voie de rapprochement, qui ont des interrogations sur cette réforme, qui ont besoin d'avancer. Comment vous travaillez avec eux ? Alors, on a d'abord essayé la technique du marié au premier regard. Ça marche, ça ? Ça marche pas. Mais après tout, on aurait pu tenter un peu plus loin encore cette initiative. Non, mais plus sérieusement, on a d'abord réuni les SIAD. Alors, c'est pas le département qui l'a fait de sa propre initiative, puisque nous ne connaissons pas par principe les SIAD, qui n'ont aucune relation avec le conseil départemental. Donc, en lien avec l'ARS, et en bonne intelligence, parce qu'on travaille en bonne intelligence avec l'ARS, bien évidemment. On fait une invitation conjointe des SIAD pour les entendre. Leur demande, elle est simple. Ouvrez des appels à projets dans votre département pour que je puisse créer un SAD et que je ne sois pas emmerdé. Je fais simple. Voilà. Voilà la demande des SIAD aujourd'hui. Comment vous avez répondu ? Non. D'accord. Ils ont bien fait de demander quand même. Ben oui, ils ont essayé, mais ils le savaient déjà par avance. Parce que, alors pourquoi vous dites non ? Mais parce que certains départements l'ont fait, et c'est la meilleure façon que la réforme ne se fasse pas. Parce que si on veut faire échouer la réforme, c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'on aura des SIAD qui auront leur SAD, qui auront donc réglé la question réglementaire, et qui vont continuer à vivre leur vie en faisant un peu de domicile, enfin un peu d'activité SAD, mais ça ne réglera pas la question globale, qui est cet objectif de la réforme, une fois de plus, qui est un excellent objectif. Et d'une réforme, moi je partage ce qu'a dit M. Dujol, si ça avait été simple à mettre en œuvre, ça ferait longtemps que ça serait déjà en œuvre, et il n'y aurait pas 400 personnes, Luc, ici présents. Donc voilà, donc on les a réunis, donc voilà quelle est leur demande, elle est simple. Donc la réponse a été... Alors pour l'instant, vous les avez réunis, vous avez dit non. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre ? Alors, ce qu'a dit l'ARS, c'est quand même de dire on vous encourage à avancer et on a un peu d'aide à vous formaliser, puisqu'il y a une enveloppe financière qui a été donnée aux ARS, d'un budget, je crois, je ne dis pas de bêtises, je regarde mes deux collègues élus de la Mayenne qui sont là, mais de 12 500 € ou 15 000 €, je ne sais plus, d'études par service, pour études juridiques, pour vous aider à avancer. Voilà. Ensuite, on a réuni les SAD. C'est moins cher de venir ici, ils ont bien fait. Oui, mais il y a d'excellents juristes, j'imagine, ici, qui seront capables aussi d'accompagner. Et il y en a qui interviendront, je crois, dans les tables rondes. Alors, on a réuni les SAD ensuite, quelques semaines après, et avec l'ARS. Alors, cette fois-ci, c'est nous qui invitions davantage, mais l'ARS était également présent. Et eux nous ont dit, nous, on veut bien avancer, mais on ne trouve pas de mariés, on ne trouve pas de promises, parce que les promises ne veulent pas de nous. Alors, on n'est pas sur les mêmes secteurs géographiques. Les SIAD, on le sait, ont des territoires qui sont d'ailleurs pas toujours en lien avec les bassins de vie ou avec les CPTS en place. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, une question qu'il faudra améliorer sur les zones géographiques. Mais les SAD trouvent personne à accepter de se rapprocher d'eux, par peur, parce que les SAD sont en général financièrement plus puissants, ou en tout cas plus importants, et donc ils ont le sentiment qu'ils vont être mangés par les SAD. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Nous, on a donné, en accord avec l'ARS, une date au 15 février dans le département, pour avoir de la part de chacun une expression écrite, en tout cas une proposition. Donc on va déjà avoir cette première étape. Une proposition de chaque SIAD. De chaque SIAD et de chaque SAD de s'exprimer pour voir comment il l'envisage, parce que nous avons annoncé que nous refusons de mettre, j'allais dire, la poussière sous le tapis, et que cette idée de trouver une union libre, plutôt qu'un Pax, c'est plutôt une union libre, ou un bout de Pax, mais pas très complet, et de se dire on se revoit dans 5 ans, pour moi, c'est vraiment mettre la poussière sous le tapis, et ça ne permettra pas d'avancer. Donc il faut crever l'abcès, et il va falloir que, pour moi, dans mon département, les choses se fassent peut-être de force, à un moment donné, mais qu'elles se fassent. Parce que c'est l'intérêt de nos concitoyens. Nos concitoyens, ils veulent cette réforme.
Ils veulent cette simplification, ils veulent avoir affaire à une seule entité, comme je crois les opérateurs dans les EHPAD le demandent beaucoup pour la fusion soins-dépendance, sur laquelle on a d'ailleurs obtenu un accord de principe pour que l'expérimentation ne dure pas 4 ans, mais qu'elle ne dure que 2 ans. Ça montre bien que tout le monde a envie que cette réforme se fasse et qu'il faut donc qu'elle se fasse dans le domicile de la même façon. Merci Olivier Richefou. Je vais demander à un représentant d'association de l'UNA, en l'occurrence Paul-Alexis Racine-Jourdran, qui doit être avec nous. Voilà. Merci Paul-Alexis. Vous êtes président de l'UNA Normandie et administrateur national de l'UNA. Venez, prenez place pour qu'on ait cette discussion aussi à trois sur le point de vue dans votre fédération des opérateurs que vous représentez ici. Est-ce qu'eux aussi ils sont dans cette difficulté? Est-ce que vous avez trouvé quelques solutions dans le contexte réglementaire actuel pour faciliter ces rapprochements? Alors, on a quelques pistes, mais alors déjà, je salue mes collègues de l'ADMR. Donc nous, c'est l'UNA aussi très importante dans le territoire. Pour remettre un peu de contexte quand même, le virage domiciliaire, parce que il y a la technique, et on va en parler dans 5 minutes, mais ce virage domiciliaire, il est nécessaire. On a les chiffres, on sait qu'il faut créer 108 000 places supplémentaires en EHPAD si on suit le rapport de l'adresse qui est sorti en 2020. Très bon rapport de l'IGAS aussi au mois de février que je vous invite à lire sur justement cette politique du domicile. Et puis le deuxième point, c'est que, vous l'avez dit, chacun de vous l'a dit, on fait cette réforme d'abord et avant tout pour les personnes âgées. Donc, on n'a pas le choix que de la réussir. Et on va y revenir tout à l'heure, mais certes, ça peut être compliqué, certes, ça peut paraître parfois un petit peu abstrait, mais qu'est-ce qui n'est pas finalement compliqué? Et je trouve que le cahier des charges, il n'est pas plus compliqué que celui des CRT, par exemple. Et en fait, dans cette réforme, moi, je vois 2 réformes. Il y a premièrement le mariage, dont on a parlé, c'est-à-dire SAD-SIAD. Et puis le deuxième point, qui pour moi est une réforme dans la réforme, c'est effectivement de pouvoir coller et se mettre en conformité avec le cahier des charges. Et peut-être qu'on parle beaucoup du mariage, et c'est normal, il y a 2000 SIAD, un peu plus de 8000 services à domicile, donc je serai à la place des SIAD, je me poserai quelques questions, et moi je suis assez surpris aussi dans mon territoire en Normandie de parfois avoir des discussions un peu lunaires avec les SIAD. Je me dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment pris conscience de l'enjeu? Pas sûr. Mais il y aura certainement de la casse. À mon avis, il y aura de la casse. Et c'est pour ça que... C'est-à-dire de la casse, vous faites référence à quoi dans ce rapprochement? Il va y avoir des perdants, c'est ça? Si vous voulez, ça fait quelques années que je suis modestement bénévole à l'UNA. Et je me rends compte que quand je parlais aux associations qui faisaient plutôt du soin ou même aux structures de soins, parfois elles me regardaient un petit peu de haut. En disant, nous, on est du soin, vous êtes de l'aide à domicile, on n'est pas vraiment sur les mêmes enjeux. La réalité, c'est que ça commence à changer. Mais ça change qu'un petit peu. Je m'attendais à plus de mouvements. Et effectivement, il va devoir y avoir des mariages. Et moi, je salue le travail qui a été fait en Normandie, notamment à l'initiative de l'UNA, qui a mis autour de la table l'ARS, les CD et les services d'aide à domicile. Et on peut s'en sortir. Ça peut marcher, avec un peu d'intelligence commune. Et parfois, j'aime bien dire ça à la fois au service de l'État, mais en même temps aux ARS et aux CD, que l'importance soit dans ton regard et non dans la chose regardée. Ça, c'est André Gide. Je suis normand. Et c'est vrai que parfois, je suis un peu surpris de cette défiance naturelle qu'il peut y avoir des acteurs publics ou des acteurs même parfois départementaux ou de l'ARS ou des services. Et je me dis, mais si au lieu de contrôler, on pouvait coopérer, on irait certainement beaucoup plus vite. Et donc parfois, ça manque de confiance. Et je pense que pour réussir cette réforme, comme dans tout projet, il y a un chemin critique. Ce chemin critique, c'est la route du succès. Certes, il y a de la technique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, le modèle économique. Modèle économique, ce serait intéressant d'en dire 2 mots. Effectivement, on va y revenir cet après-midi sur le modèle économique. Alors, juste si vous permettez 30 secondes, c'est les services, les SIAD, voilà, il y a 70% à peu près de fill rate, taux d'occupation, payé à 100%, ça ne va pas durer. On cherche des économies, on sait que ça ne va pas durer. Les SAD sont parfois en difficulté économique, notamment sur les territoires un petit peu ruraux, que je représente aussi. Et donc, je pense aussi qu'il faut prendre du recul et pas uniquement toujours parler technique. Le mariage, c'est important, mais si on pouvait déjà passer à l'étape 2 pour pouvoir tenir les délais et se projeter, pour
pour la réussite de la réforme, je pense que ce serait salvateur pour tout le monde. Merci à vous, Paul-Alexis Rastin-Jourdan. Jean-Benoît Dujol, selon vous, parce qu'on voit qu'il y a toute une série d'interrogations, comment est-ce que l'État pourrait faciliter les choses? Est-ce qu'il y a des initiatives en gestation, des appuis qui sont pensés pour tenir compte des interrogations et trouver les moyens de faciliter ces rapprochements? D'abord, j'ai entendu un message optimiste, malgré tout, sur la perspective de la transformation du secteur. Un discours exigeant, bien sûr, vis-à-vis des pouvoirs publics, et ça ne me choque absolument pas. Mais le constat que, sur le terrain, même si certains acteurs pourraient peut-être prendre un peu plus sur eux, si j'entends ce que vous dites, il y a une mise en mouvement. Alors, ça a été dit tout à l'heure aussi sur l'exemple de la Mayenne, et des autorités, État, bien sûr, ARS et surtout conseils départementaux qui s'impliquent, et donc des acteurs qui se mettent en mouvement avec, c'est vrai, on l'a dit à plusieurs reprises, cette asymétrie entre SAD et SIAD qui fait que peut-être la prise en compte des enjeux et le calendrier, le compte à rebours est peut-être perçu de manière différente par les différents acteurs. Ce qu'on a essayé de faire, on l'a dit, on a mis un peu de temps et de souplesse. En tout cas, on a accepté via les amendements parlementaires qu'un peu de temps et de souplesse soit accordé à la réforme. On essaye, je voudrais saluer l'engagement de la CNSA et de l'ANAP. Donc on a supprimé la TIH tout à l'heure, mais on va garder la CNSA et même l'ANAP, si vous voulez bien. Je n'ai rien dit sur l'ANAP. Qui font un travail important, et c'est un peu comme ici avec les 400 personnes qui sont réunies. Il y a beaucoup de succès dans les initiatives de l'ANAP. Les webinaires drainent beaucoup de personnes. Alors on peut le voir évidemment, peut-être parce que ça suscite un peu d'inquiétude sur le terrain. Mais il y a des outils méthodologiques qui ont été mis en place, des webinaires, des communautés de pratique. Nous-mêmes, on a diffusé toute une série de documents d'accompagnement et d'explications sous forme c'est assez classique, de FAQ. Il y a des crédits qui ont été aussi délégués aux ARS, c'est modeste, c'est pas pour accompagner la réforme ou résoudre les problèmes très importants qui se posent, mais c'est pouvoir, avec quelques petits crédits, financer des études, parce que les sujets, malgré tout, sont assez techniques, et qu'on doit fusionner des entités qui relèvent de collectivités, de conventions collectives différentes, ou tout simplement de secteurs différents. Ça nécessite un tout petit peu d'ingénierie et d'expertise juridique. Donc tout ce qu'on essaye de faire, je ne sais pas si ça suffit, vous nous le direz, c'est d'essayer d'intervenir de cette manière-là, avec pédagogie, explication et outillage des acteurs. Et puis aussi des demandes fortes en termes de mobilisation. On parle souvent aux ARS de cette question, et elles se sont, et c'est normal, puisqu'on parle du domicile, elles sont souvent, s'il y en a dans la salle, on pourra s'en expliquer, tenues un peu en retrait, je trouve, de la réforme. Et là, dans les quelques mois qui nous restent, je pense qu'un des facteurs clés du succès sur le schéma critique, comme vous le disiez, c'est qu'on ait une ARS peut-être plus en soutien du département, dans la mesure où celui-ci le souhaite, pour aboutir. Parce qu'il va bien falloir qu'on aboutisse, et ce serait sans doute incompréhensible pour nos concitoyens, qui est précisément, comme vous l'avez dit, trop de casse, c'est-à-dire trop de SIAD non mariés au 31 décembre. Merci Jean-Benoît Dujol. Olivier Richefou, une dernière intervention peut-être. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça va dans le bon sens d'avoir des ARS qui soient plus en appui des départements? Oui, ça va dans le bon sens, parce que c'est indispensable qu'on réussisse cette réforme, et on ne peut la réussir qu'en étant tous autour de la table pour faire comprendre à tous les opérateurs, qu'ils soient SIAD ou qu'ils soient SAD, qu'on a cette obligation de réussir, parce que c'est l'attente de nos concitoyens, et qu'on n'a pas d'autre choix que de réussir. Et réussir, quelquefois, ça va supposer quelques abandons. Certains SIAD vont perdre leur indépendance. Mais si on fait un métier, notamment dans ces métiers du care formidables, c'est qu'on a cette volonté de pouvoir accompagner des personnes âgées. Il faut accepter que demain, on soit peut-être directeur adjoint d'une structure plutôt que directeur du SIAD. Voilà, donc c'est forcément compliqué à accepter par un certain nombre de personnes, ce qui est normal. Certains sont dans des associations indépendantes, ils vont perdre leur indépendance en étant associés. C'est la vie des entreprises régulièrement. Il faut que ça soit aussi la vie en la circonstance du monde d'accompagnement du grand âge. Alors ça ne se produit pas souvent, c'est compliqué à accepter pour un certain nombre d'acteurs, moi je le comprends aisément, mais c'est l'intérêt général qui doit primer, et l'intérêt général, c'est d'être mieux organisé pour nos concitoyens.
Merci Olivier Richefou. Un dernier mot peut-être, Paul-Alexis Racine-Jourdan. Vous avez parlé de coopération. Pour vous, c'est ça la clé, c'est qu'il y ait une meilleure coopération entre les pouvoirs publics et les opérateurs. C'est comme ça qu'on va y arriver? Je pense dans cette salle, je vois beaucoup de têtes connues. On est tous des techniciens, on est tous des professionnels. Et la difficulté ne nous fait pas peur. Ça, c'est clair, c'est évident. La difficulté ne nous fait pas peur. On est tous des professionnels du secteur. On sait pourquoi on le fait, donc on veut tous ensemble y arriver. C'est pas un sujet. Maintenant, tout seul, on sait qu'on n'y arrivera pas non plus. Ce sera que du court terme. Si on veut une réforme de moyen et de long terme qui a vraiment un impact, il faut tous qu'on se mette autour de la table. Tous autour de la table. Et coopérer plutôt que contrôler. On perd un temps fou avec du contrôle, alors qu'avec un petit peu de confiance, on changerait la donne, on pourrait tous coopérer, et dans ces cas-là, ça fonctionnerait. Et d'ailleurs, il ne faut pas être dogmatique. Quel que soit le type d'intervenant, si on est convaincu qu'à la fin, on le fait pour la personne âgée, dans ces cas-là, pour la personne accompagnée de manière générale, dans ces cas-là, c'est l'intérêt général qui prime au-delà de nos petits intérêts individuels, quelle que soit la personne, CD, ARS, SAD. Et dans ces cas-là, on va réussir parce qu'on est au service du public. Et finalement, la qualité, ou en tout cas la réussite de cette réforme, elle va se mesurer à l'augmentation de la qualité de la prise en charge des personnes accompagnées. Et j'ai hâte qu'on en vienne.